Alors, bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent et rebonjour pour ceux qui étaient déjà là ce matin. Donc, nous allons démarrer avec déjà 5 minutes de retard notre mini-séminaire sur les solutions fondées sur la nature. Alors, nous allons aborder cinq parties principales. D'abord, François Tron va vous présenter le concept de solutions fondées sur la nature. Puis, vous aurez une succession de cas concrets qui vous seront présentés par les acteurs et les porteurs des projets. Puis, nous aurons 2 outils d'aide à la planification pour ces solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et nous terminerons avec la présentation de 2 projets émergents et innovants et le rôle de la recherche pour le développement de ces solutions fondées sur la nature. Alors, pour cela, vous voyez, j'ai un panel, je suis vraiment bien entourée. J'ai donc 10 intervenants. François Tron, coordinateur du projet PIBAC+, Sébastien Davignon, qui ne saurait tarder à arriver, je pense, de Boire à Tortue, Thibaut Bizien de Calédocline, Hubert Géraud, expert conservation et plaidoyer du bureau calédonien de WWF, Martin Brinquer des services des milieux ressources terrestres à la province Nord, Marine Aubert du cabinet d'études Sèvres, Pierre Fessa de l'Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie, Christophe Bernier, chargé du programme et des fonds associatifs au sein de l'ANCB, Cédric Haverkamp, coordinateur du programme terrestre au sein de Conservation internationale, et Thomas Crosset, enseignant-chercheur à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Alors, vous allez voir que nos experts vont se succéder pour de courtes interventions de 3 à 5 minutes. Si vous avez des questions, c'est un dispositif que nous avions mis en place pour ce matin, mais que nous n'avons pas pu lancer pour des questions de retard évidentes. Donc là, vous pouvez... c'est passé rapidement. Vous pouvez vous connecter ici. Pour ceux qui n'ont pas le Wi-Fi, vous pouvez d'abord scanner ce QR code et vous connecter au Wi-Fi de l'université. Et ensuite, hop là, voilà, vous scannez ce QR code, vous avez la possibilité de choisir 2 amphis, vous choisissez l'amphi 400 dans lequel on se trouve, et vous allez pouvoir poser vos questions via ce dispositif au fur et à mesure des présentations. Et nous aurons, si nos intervenants n'ont pas pris de retard, nous aurons un temps de questions-réponses en fin de session. Alors, nous ne pourrons sans doute pas répondre à toutes les questions, mais celles auxquelles nous n'aurons pas pu répondre, nous nous engageons à les poser à nos experts et à vous les envoyer après l'événement. Voilà. Donc, on va démarrer avec François, qui va donc nous illustrer ce concept des solutions fondées sur la nature. Bonjour, merci à toutes et tous de votre présence massive aujourd'hui pour le Forum calédonien du changement climatique, 2e édition. Merci au gouvernement pour l'organisation, l'université pour l'accueil, merci Swazik, et bravo à tous les présentateurs, présentatrices, heureusement il y en a, pour ce mini-séminaire « Solutions fondées sur la nature ». C'est un terme que peut-être la plupart d'entre vous avez déjà entendu parler, c'est néanmoins pas forcément un terme qui est très clair dans la tête de tout le monde, et pour ceux qui aimeraient développer un projet de solutions fondées sur la nature et qui cherchent des partenaires, mieux vaut bien comprendre le concept pour éviter les mauvaises surprises. Donc moi, j'interviens là aujourd'hui en tant que coordinateur du projet Kiwa PIBAC+, projet régional, et je m'occupe de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. En matière de changement climatique, vous êtes peut-être déjà familier avec ces frises qui représentent l'évolution de la température au cours du temps passé et à venir. Et donc, en fonction de nos efforts d'atténuation du changement climatique, donc de réduction d'émissions de gaz à effet de serre concrètes et effectives, on va avoir des besoins d'adaptation plus ou moins importants et complexes. Un PDG d'une grande compagnie d'assurance déclarait il n'y a pas longtemps « On ne s'adapte pas à un monde à plus 4 degrés ». La nature, en l'occurrence, offre des solutions tant sur l'adaptation, qui est vraiment le sujet du forum aujourd'hui, même si vous avez bien compris que l'atténuation est vraiment un sujet. L'atténuation dans le domaine des solutions fondées sur la nature, c'est des tonnes de carbone dans les écosystèmes. Ça ne se voit pas de manière évidente, quoi. On a plus l'habitude de voir des mètres cubes de bois, par exemple, pour ceux qui exploitent le bois, ou des taux de matière organique dans le sol agricole. Là, on va surtout s'intéresser à l'adaptation au changement climatique. Donc, dans le contexte des solutions fondées sur la nature, vous avez là un diagramme sur la partie gauche de l'écran, qui est un diagramme qui a été sanctuarisé, on va dire, formalisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc qui est la plus grande organisation au monde qui rassemble des gouvernements, des experts
en matière de conservation de la nature. Donc ce diagramme, si vous ne le connaissez pas, et que vous vous intéressez et que vous voulez approfondir le sujet des solutions fondées sur la nature, il faut bien l'intégrer. Et notamment, les solutions fondées sur la nature visent à protéger et restaurer les écosystèmes, notamment les restaurer, dans un contexte, vous le savez, au-delà du changement climatique, de crise de biodiversité, de dégradation des écosystèmes assez importante. La restauration nous met davantage en mouvement que la protection. Même si c'est super essentiel de faire la protection, on est bien d'accord. Et les solutions fondées sur la nature, au-delà de la protection et de la restauration des écosystèmes, visent à répondre à des défis sociétaux. Toutes les solutions fondées sur la nature ont des bénéfices en matière de biodiversité. Il n'y a pas de solution fondée sur la nature sans bénéfice pour la biodiversité. Par contre, une solution fondée sur la nature ne peut pas se résumer à un projet favorable à des espèces rares et menacées, aussi important cela soit-il. Essentiel. Les solutions fondées sur la nature répondent à des défis sociétaux, qui sont bien souvent en lien avec des secteurs d'activité humaine, souvent économiques. Notamment, et j'ai repris les pictogrammes qui sont sur le bas de la partie du diagramme à gauche, je les ai repris un peu à droite, des défis en termes de santé humaine ou santé publique, en termes de sécurité des ressources en eau, en termes de sécurité alimentaire, et vous voyez les deux pictogrammes du bas également, en termes de gestion des risques naturels et de développement économique, qui peuvent être deux secteurs transversaux aux trois supérieurs. Vous retrouvez sur la droite la conservation de la biodiversité, toutes les solutions fondées sur la nature ont des bénéfices pour la biodiversité, et vous retrouvez sur la gauche adaptation et atténuation du changement climatique. Je viens de vous indiquer qu'on ne va pas parler d'atténuation du changement climatique par les solutions fondées sur la nature ici, aujourd'hui. C'est très intéressant, y compris en Nouvelle-Calédonie, mais là, ici, on va surtout parler d'adaptation au changement climatique, et donc on va retrouver des besoins d'adaptation au changement climatique sur les 5 autres défis sociétaux que j'ai indiqués là, de manière transversale. Concrètement, le changement climatique, vous avez eu des présentations importantes ce matin sur la réalité observée déjà aujourd'hui du changement climatique et des projections à venir. Il y avait un article très intéressant et très instructif il y a 2 ans, coordonné par France Bailly, qui était à l'époque donc directrice du centre IRD de Nouméa, sur les 6 principaux paramètres d'observation de l'atmosphère et des écosystèmes. Il y avait donc toutes les observations et les projections qui étaient indiquées, ainsi que un document qui nous indiquait quels pouvaient être les impacts sur un certain nombre d'écosystèmes ou de secteurs d'activité économique. Donc c'est la colonne du milieu, et j'ai repositionné à nouveau pour vous les pictogrammes typiques des défis sociétaux associés aux solutions fondées sur la nature dans la partie droite, pour vous indiquer effectivement comment est-ce que le changement climatique va impacter nos sociétés et quels défis sociétaux peuvent être effectivement bénéficier de solutions fondées sur la nature. Les impacts économiques et financiers y seront importants, et sociétaux également. Et je remercie notamment la jeunesse ce matin de rappeler qu'on est en attente de décisions concrètes pour pouvoir effectivement avoir les moyens de s'adapter, même si on ne s'adapte pas à plus 4 degrés. C'est Dixit, un PDG d'une très grande compagnie d'assurance. Le projet Kiwa Payback Plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement pour dire que c'est un projet régional, qu'on travaille avec nos pays voisins de Mélanésie, que sont Fidji, Vanuatu et les îles Salomon, qui ont déjà commencé à travailler à l'adaptation fondée sur les écosystèmes ou solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. C'est cofinancé notamment par l'initiative Kiwa et le Fonds français pour l'environnement mondial. La Nouvelle-Calédonie et Wallis-Futuna, on est monté dans le bateau il n'y a pas bien longtemps. Je m'occupe effectivement de cette composante-là, avec les 3 activités que vous voyez, que sont les activités de démonstration terrain, qui visent à innover en matière de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique, afin d'inspirer les décideurs. Les décideurs, vous en voyez quelques-uns en photo ici. Ce n'est pas que des décideurs politiques qui peuvent mettre en place des politiques publiques, des stratégies, des programmations humaines et financières. C'est aussi des propriétaires fonciers, qu'ils soient coutumiers ou privés, des entreprises dans l'exercice de l'aménagement de leur petit fond de jardin. Quand on est au bord de mer, on peut faire des choses tout à fait utiles pour s'adapter au changement climatique par les solutions fondées sur la nature. L'analyse de résilience qui vous sera présentée tout à l'heure vise à préparer les partenariats stratégiques pour changer d'échelle, passer à une autre échelle d'intervention spatiale et temporelle, et intégrer tout ça, 3e activité, dans les politiques et stratégies d'adaptation au changement climatique. Vous souhaitez en savoir davantage. Concrètement, on parle de quoi?
Mes collègues qui sont ici vont vous présenter des projets concrets, des outils d'aide à la planification et l'importance de la recherche pour accompagner le développement et la montée en échelle des solutions fondées sur la nature. Je les remercie par avance. Et je salue également le remarquable travail de la communauté du Pacifique qui, effectivement, a fait un recueil tout à fait formidable en la matière. Je vous encourage à scanner le QR code qui est là. Et il y avait une petite vidéo, mais j'ai largement dépassé mon temps, je viens de m'apercevoir, quoi. Donc, est-ce qu'on a le temps de passer la vidéo ou on passe la parole? Non, on passe la vidéo. Vas-y. On passe la vidéo. Les îles du Pacifique sont confrontées à des défis majeurs, tels que l'érosion et les inondations, amplifiées par le changement climatique, avec l'élévation du niveau de la mer et l'intensification des tempêtes menaçant habitations et ressources. Les écosystèmes côtiers comme les mangroves et la végétation des plages sont essentiels à la résilience des communautés. Les mangroves agissent comme des barrières naturelles contre les inondations et les impacts des tempêtes, en plus de jouer un rôle écologique majeur en piégeant les sédiments filtrant les polluants, stabilisant les fonds marins et fournissant un habitat essentiel pour la vie marine. Elles constituent une ressource précieuse de bois et produits de la mer et sont souvent liées à des traditions et savoirs locaux. La végétation des plages est également essentielle pour atténuer l'énergie des vagues, stabiliser le sable et le sol, réduire l'érosion et favoriser la biodiversité en fournissant des habitats ou zones de nidification pour des espèces menacées comme les tortues. Les plages végétalisées filtrent la pollution, soutenant la santé des récifs coralliens qui à leur tour fournissent des sédiments essentiels aux plages. Ces lieux sont aussi des espaces collectifs précieux de récréation et de culture. Si les infrastructures en dur, telles que les digues, peuvent contribuer à atténuer les inondations, elles ne peuvent offrir tous les avantages d'écosystèmes côtiers sains et s'accompagnent souvent d'effets indésirables tels qu'une érosion ou des risques accrus lors d'événements météorologiques extrêmes. Selon les contextes, intégrer des approches fondées sur la nature aux infrastructures peut rendre ces mesures plus complètes et durables. Les communautés jouent un rôle central dans la résilience des écosystèmes côtiers en limitant les activités destructrices telles que l'extraction de sable et le défrichement, favorisant ainsi la régénération et le maintien des forêts côtières, des mangroves et de la végétation des plages. Ces solutions fondées sur la nature sont essentielles pour protéger les environnements côtiers, contribuant ainsi à l'adaptation au climat et à la résilience, pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Nous sommes la nature, défendons-la pour notre bien-être et notre résilience au changement climatique. Et alors, pour illustrer concrètement ces notions théoriques, je vous demande d'accueillir Sébastien d'Avignon de Bois-à-Tortue qui va nous présenter un projet de restauration de végétalisation littorale à Poé. Merci, bonjour à tous. Donc, l'association Bois-à-Tortue Marine est surtout connue pour la protection des tortues, évidemment. Mais quand les fondateurs de Boira ont créé l'association en 2006, je pense qu'ils ne savaient vraiment pas à quoi ils s'attendaient dans l'aventure dans laquelle ils se sont engagés. Le point de départ a été des dizaines de bébés tortues trouvés morts sur la route qui longe la plage de la Roche-Percée. Et ils se sont dit, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer, de quoi ça vient? Et en se renseignant avec des experts, la première chose qu'on leur a conseillé, des experts australiens notamment, qui avaient l'habitude des tortues grosses têtes qui pondaient sur certaines plages, leur ont dit la première chose à faire, si elles sont venues sur la route, c'est qu'elles ont été attirées par les lumières du voisinage. Habituellement, les tortues sont attirées par la lune qui se reflète dans l'eau et le ciel qui se reflète dans la lune. La première chose à faire, c'est de reboiser, de faire un écran entre la route et la plage, de façon à ce que les bébés tortues aillent vers la plage et pas vers les maisons. Donc ça, c'était le point de départ. Et c'était une solution, je dirais, qui a permis d'atténuer ce problème qui était simple, peu coûteux, mais qui allait prendre un certain temps. Donc autant commencer tout de suite. Et dès 2007-2008, l'association, je l'ai dit tout à l'heure, a été créée en 2006, on a attaqué le reboisement. Ce qui fait que la mission 1 qui était de... Pardon. C'est avec les flèches, pas avec le pointeur. Hop. Suivante. Notre première mission était de protéger les tortues. Très rapidement, on a attaqué sur le reboisement du littoral pour protéger nos tortues. Le troisième aspect qui était aussi très important dans nos objectifs
était la sensibilisation du grand public, tant à la protection des tortues qu'à la protection du littoral. Donc, tout ce travail s'est fait essentiellement à la Roche-Percée et à la baie des Tortues. Donc, je pense que la plupart d'entre vous a vu le changement sur le bord de plage à la Roche et à la baie des Tortues. Petit focus, en 2007-2008, on pouvait aller en voiture encore sur tous ces endroits-là, la Roche-Percée, la baie des Tortues, pardon, la mise en défense d'un commun accord avec le comité de gestion de la zone côtière ouest, la mairie, la province, etc. La baie des Tortues était mise en défense. Et une grosse action de reboisement a été faite en partenariat vraiment avec tous les acteurs. Je parle de la ZCO, mais derrière la ZCO et à l'intérieur de la ZCO, il y avait Boira Tortue Marine comme membre fondateur aussi en 2008, mais d'autres associations, des riverains et les populations coutumières de Bourail qui ont toujours été aux côtés de l'association pour favoriser, faciliter toutes ces actions. Donc on est arrivé sur des actions de reboisement multiples. Vous m'excuserez, j'ai du mal avec la télécommande. Parce que ça ne marche pas. Ça, ce n'est uniquement un pointeur, il faut le faire avec les flèches. Voilà. Donc, protection, reboisement. Voilà, donc j'énumère rapidement parce que mon temps est très court. Donc, à Poé, on a enchaîné ensuite. Les premiers travaux étaient donc à la Roche-Percée et à la baie des Tortues. Et puis, très progressivement, on s'est rendu compte que Poé était aussi une zone très, très sensible parce qu'une des plus fréquentées aussi touristiquement de la commune de Bourail. Et le reboisement, d'un commun accord à nouveau avec le comité de gestion de la zone côtière ouest, il s'est agi de reboiser tout cet endroit qui avait connu jadis une forêt littorale sèche sur toute cette partie-là. Donc, on a fait là-bas, on l'a fait au Sentier des 3B. Un autre travail de reboisement qui a pu être fait aussi par l'association Boira, mais ça, Hubert en parlera du WWF tout à l'heure, c'est tout un travail aussi de fourniture de plantules et d'aide à la plantation sur des bords de rivières qui sont aussi un problème d'érosion. Donc de reboisement pour protéger nos petits tortillons de la lumière, on en est arrivé à aussi du reboisement pour renforcer les hautes plages et limiter justement l'érosion. Sauf qu'il y a des endroits où on s'est rendu compte que l'érosion était malheureusement peut-être un petit peu plus rapide que ce qu'on craignait et que le temps que nos arbres poussent, notamment à Poé, ça ne suffirait pas. Et donc là, on est parti sur une étude. Sébastien, je suis désolée. Je termine juste sur voilà, parce que sinon les autres ne vont pas avoir le temps de parler. Donc il faut vraiment, là on a déjà 30 secondes de retard. Sur un constat, sur un constat à Poé qui était justement que les reboisements ne suffisaient pas et que par conséquent, on allait travailler un petit peu plus en détail sur l'érosion. Donc une étude a été faite, un consortium s'est monté entre la mairie de Bourail, Boira Tortue Marine et le bureau d'études Littoralis pour avancer sur un programme pluriannuel financé par le ministère de la Transition écologique actuellement pour le démarrage de ce projet, de façon à pouvoir à la fois faciliter la définition d'un plan d'aménagement par les collectivités publiques et d'autre part réduire l'érosion forte qu'on pouvait avoir sur l'embouchure du Cric Salé, où c'est vraiment là l'endroit où on a perdu plus de 80 mètres en 50 ans. Merci. Merci Sébastien. Il y a un stand Boira Tortue. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur le stand également. Merci. Exactement. Rendez-vous sur le stand. Merci. Pour poursuivre, j'appelle Thibaut Bizien de Calédocline qui va aussi nous présenter un projet de restauration de la végétation littorale et des mangroves dans le Grand Nouméa. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les travaux concrets sur le terrain dans le cadre du projet Kiwa Payback Plus avec qui on travaille. Nous, on est vraiment les metteurs en œuvre sur le terrain, donc notamment sur 3 zones. On a le parc urbain de Sainte-Marie, on a la mangrove de Ouémo et Côte-Blanche sur la commune de Nouméa. Et on a également, bien sûr, sur la commune du Mont-Nord, on a ce qu'on appelle la Pointe d'Auche, qui est au niveau de la baie de Mohari. Et donc, c'est des travaux qu'on mène qui ont, du coup, différents objectifs. Le premier, c'est renforcer le rôle de filtre à sédiments dans les mangroves pour pouvoir limiter les pollutions sur le lagon et les herbiers, bien sûr. Et puis, bien sûr, la restauration de la végétation littorale, dont l'objectif, c'est de limiter les impacts sur les zones côtières avec la montée des eaux.
Et donc, ça répond bien sûr à un ensemble de critères et d'objectifs. Dans le cas des solutions fondées sur la nature, sont bien sûr le développement économique au travers des projets qu'on mène, bien entendu, la protection de la biodiversité, mais également aussi la lutte contre les effets du changement climatique et contre les aléas de manière générale climatiques, avec bien sûr le bien-être des populations qui ont pour objectif d'être impliquées dans les projets que l'on mène concrètement. Et donc, dans l'idée sur le renforcement du rôle de filtre à sédiments dans les mangroves, la première chose que l'on a menée comme projet, comme action, c'est d'éliminer les embâcles. En fait, ce sont les déchets qui sont dans les cours d'eau des mangroves, et dont l'objectif, c'est de pouvoir renforcer justement ce cours d'eau naturel qui existe dans la mangrove pour pouvoir améliorer l'hydrodynamie, parce que ce qu'on appelle les veines d'eau, c'est un peu comme les veines du corps, ça irrigue votre corps. La mangrove, ça fonctionne de la même façon, c'est pour ça qu'on appelle ça les veines d'eau. Donc l'objectif, c'est de pouvoir nettoyer ces veines, et vous avez un résultat par la suite qui est assez conséquent. Vous voyez la différence. Donc là, suite à un cyclone, on avait beaucoup d'arbres et de déchets d'arbres qui venaient obstruer la bonne circulation du cours d'eau dans la mangrove, et vous voyez juste après directement le cours d'eau libéré. Et donc on voit en quelques jours déjà, une fois qu'on a fini notre action, au bout de quelques jours sur site, on peut voir directement les résultats avec un cours d'eau qui circule beaucoup plus vite, des poissons aussi de plus grosse taille qui vont circuler dans ces cours d'eau. Et donc, c'est assez impressionnant. Et c'est surtout, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre, parce que tout le monde peut aller dans la mangrove, nettoyer le cours d'eau. Et vous allez voir, c'est pareil pour les autres solutions qu'on propose et qu'on expérimente, bien sûr. C'est des solutions qui sont facilement réplicables. C'est-à-dire que ça montre bien que chacun et chacune peut s'impliquer à son échelle pour lutter contre les problèmes et puis permettre surtout d'être plus résilient face au changement climatique. Donc là, on voit bien, encore une fois, on voit des plus gros poissons qui circulaient, c'est ce que je vous disais. On voit bien la différence aussi. On a fait ce qu'on appelle des tailles de rhizophores. L'idée, c'était de tailler les racines qui s'étaient très fortement développées et qui pouvaient obstruer le cours d'eau. Et donc là, on voit bien la différence avant-après. À gauche, on a déjà quelques tailles qui ont été réalisées. Et puis ensuite, on a enlevé, bien sûr, les déchets verts pour pouvoir libérer complètement le cours d'eau. Et là, on voit la différence. On a une circulation beaucoup plus importante. Et encore une fois, c'est assez satisfaisant parce qu'en quelques jours, en fait, on se retrouve face à des résultats qui sont assez impressionnants visuellement, j'entends. La deuxième chose, je vous disais, c'est restaurer la végétation littorale pour protéger le trait de côte. Forcément, on l'a dit tout à l'heure, la mangrove est très importante, sauf qu'on ne l'a pas bien calculé dans notre aménagement, puisqu'une grande partie du Grand Nouméa a détruit ces mangroves et a procédé à l'aménagement avec beaucoup de remblais. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, il y a un énorme impact au niveau littoral aujourd'hui, avec des terrains dont la perméabilité est importante et puis surtout qui sont à nu face à la montée des eaux. Et donc, on voit bien là sur la photo, vous voyez l'affaissement, bien sûr, du trait de côte. Et donc, pour cela, il y a des solutions simples à mettre en œuvre que nous avons expérimentées. Donc, la première, c'est des fascines coco qu'on met directement sur la berne, c'est-à-dire en haut de la côte. Donc, ça, c'est tout simplement des poteaux en bois avec des rames de coco qui ont pour objectif de limiter, de freiner l'impact des vagues sur le littoral. Donc, ça paraît tout bête, mais c'est assez fonctionnel. La deuxième chose qui est mise en œuvre aussi, c'est des cordons rocheux que vous voyez directement également. Hop. Tu peux utiliser le pointeur si tu veux. Oh, pardon, excusez-moi. Pas pour passer tes slides, mais pour montrer une photo, tu peux utiliser le pointeur, Thibaut. Oui, pardon, mais pas de souci. Ok, je ne sais pas comment ça marche le pointeur. Le bouton le plus à l'avant. Bon, c'est pas grave. Dans l'idée... Dans l'idée, vous voyez sur la photo la plus à gauche, tout le monde connaît sa gauche, j'espère, sinon c'est par ici, donc de votre côté. Dans l'idée, le cordon pierreux, vous le voyez directement sur la photo de gauche, il est également donc on a la fascine coco plus en hauteur. Ensuite, on a des cordons pierreux. Donc les cordons pierreux sont simplement des pierres qu'on va venir placer à des endroits stratégiques pour pouvoir justement faire deux choses. Freiner l'action des vagues. Deuxième chose, bien sûr, c'est pouvoir directement faire en sorte à ce qu'il y ait une accrétion du sédiment et des matières organiques directement. Et donc là, on voit bien, par exemple, qu'il y a un dépôt de débris coralliens.
Et donc, suite à ça, bien sûr, il y a aussi des plantations pour pouvoir donc revégétaliser à la fois sur terre. Donc, on a fait des plantations avec le grand public et il y en aura d'autres. Donc, je vous invite à venir participer. Plantation avec le grand public sur le parc urbain de Sainte-Marie, donc plantation terrestre. Et puis, complété, bien sûr, par des plantations plutôt sur la mer, donc avec des espèces de mangroves, 2 espèces particulièrement, les Avicennia et bien sûr les Rhizophora. Donc les Rhizophora, c'est les Palétuvia aeschas que vous connaissez. Donc l'idée, c'est de pouvoir se servir à la fois des cordons pierreux, mais aussi de renforcer la végétalisation du site en plantant avec des petits plantules et en laissant ensuite la nature faire, mais en renforçant aussi la côte avec des cordons pierreux. Ça permet justement de protéger les plants qui ont été installés. Les enseignements par rapport à ce projet, la première chose, c'est déjà qu'il y a un plan d'action mangrove avec la province sud qui a permis aussi de pouvoir lancer le projet PIBAC+, et de pouvoir l'appuyer, donc avec les communes et puis l'Université de la Nouvelle-Calédonie. L'enseignement, alors là, il y a crédibilité de Calédocline. Dans l'idée, c'est nous, en fait, on est reconnus pour les opérations qu'on mène, mais clairement, sur celle-ci, moi, ce que je dirais, c'est que c'est vraiment une expérimentation. C'est ça qui fait plaisir, c'est-à-dire qu'on développe des nouvelles compétences, on apprend des nouvelles choses, des nouvelles façons de s'engager. Pour nous, c'est complètement nouveau ce qu'on apprend ici, et ça fait plaisir parce qu'en plus, c'est des choses, encore une fois, faciles à mettre en œuvre, et on voit rapidement des résultats, donc c'est pour nous un vrai plaisir. Les facteurs de succès, bien sûr, c'est la relation de confiance entre l'ensemble des personnes, l'appui technique avec l'AMO et puis bien sûr le coordinateur François qui gère bien les choses et l'ensemble des partenaires, les mobilisations des collectivités et puis des équipes sur le terrain parce qu'il y a quand même pas mal de travail. Et je dirais enfin aussi, pour monter d'échelle, ce qui peut être intéressant, et ça c'est au niveau global, je dirais, c'est qu'il serait intéressant qu'à la fois au niveau des entreprises, au niveau de l'UNC, mais aussi au niveau des dispositifs d'insertion, que ce soit au niveau des tiges, au niveau donc, des travaux d'intérêt généraux, de la prison, au niveau de l'insertion sociale, on puisse dédier du temps. Parce que ce qui manque parfois, dans un monde où tout le monde a ses propres prérogatives, c'est l'engagement des personnes, parce qu'on a besoin de personnes sur le terrain pour pouvoir mener nos actions. Et c'est vrai que permettre de dédier du temps dans le cadre de l'entreprise, encore une fois, de l'université, des formations ou de l'insertion, eh ben, ça permet justement d'avoir des personnes qui peuvent faire des choses. Et donc on a toujours besoin de gens, et donc on compte sur vous. Merci beaucoup. Hubert. Voilà, Hubert, c'est à toi. Hubert, c'est à ton tour. Est-ce que tu peux nous présenter le projet Pérenne ? Non. Quand je commence à parler... C'est pas vrai. Ça démarre quand tu parles, mais vas-y, parle. Oui, bon, bonjour à tous. Donc, 5 minutes, ça peut encore démarrer par contre là. Oui, ça y est, c'est bon. Pérenne, donc pour protection et restauration des ripisylves de l'ANERA. Les ripisylves, c'est ce cordon de végétation qui protège les rives d'une rivière herbacée et beaucoup d'arbustes et d'arbres qu'on a tendance à faire disparaître pour gagner de l'espace. La photo que vous voyez... Ouais, c'est mieux. La photo que vous voyez ici a été faite par mon ami Mathieu Juncker, je crois qu'il est dans la salle, en mars 2021. Grosse pluie cyclonique. Et là, quelques heures après, on avait véritablement l'Amazone qui se déversait dans le lagon inscrit à l'UNESCO. Donc, la SFN, la solution fondée sur la nature, a été de promouvoir la ripisylve, donc de remettre l'arbre comme partenaire de l'agriculteur pour la résilience, pour la protection de ses champs, pour partenaire de la qualité de la rivière et partenaire de la survie des récifs coralliens du lagon Bourraillet. Alors vous voyez, je ne les cite pas, il y a énormément de partenaires. Ce qui est important, c'est que c'est co-animé avec la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment central, puisqu'on a vraiment la Chambre consulaire des agriculteurs et qui vraiment fait un travail énorme pour pouvoir aller mettre en connexion l'ambition de ce projet avec les attentes des agriculteurs. 63 millions, finalement, avec les émeutes, on a dû aller rechercher des fonds supplémentaires auprès de Kiwa et du WWF pour monter à 80 millions et finir finalement en fin décembre de cette année. Ça se prolongera par 3 ans avec de nouveaux financements. 3 volets, connaître, réparer, protéger. Et j'en dirai pas plus. On passe à la slide suivante, c'est moi qui... Voilà. On m'a posé 3 questions. La première, quel résultat concret au 22 juillet? Alors, des outils produits, une typologie des ripisylves, ça n'existait pas. Un outil diagnostique pour permettre aux gens de connaître l'état de santé de leur ripisylve. Des listes d'espèces à planter par secteur de bassin versant.
qui sont mises à disposition pour de futurs porteurs de projets. Des méthodes de restauration et des pépinières nouvelles ou renforcées. Donc 2 pépinières pédagogiques dans des établissements scolaires de Bourail. Des compétences acquises en production de plants natifs. Il y a des espèces qu'on n'avait pas encore produites en pépinière et on s'est lancé avec nos partenaires, les 2 associations locales, WRTU et Boira, dans la maîtrise de la production de ces espèces. Des compétences sur la réalisation de chantiers. Et puis également des sites en restauration. Donc là, on en est au 22 juillet à 6 chantiers réalisés avec 4700 plants qui ont été mis en terre. Et on a encore 4 prochains chantiers qui vont être mis en place. Et pour, on espère, entre 8 et 9000 plants d'ici la fin de l'année. Et ça représente 2 km de linéaires de berges qui vont être mis en protection et restauration chez des éleveurs et des producteurs de grandes cultures. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, quels enseignements acquis? La première, c'est la question des invasions biologiques, un vrai défi. La restauration d'une frange d'espace naturel au sein d'un espace agricole, c'est pas restaurer la forêt sèche ou une forêt humide dans la chaîne. On est dans un agro-écosystème avec une agressivité des espèces envahissantes beaucoup plus forte, que ce soit des chrysomèles pour les espèces animales ou la margouze ou l'herbe de Guinée. Donc ça, c'est quelque chose véritablement, un enseignement où il a fallu aller chercher des nouvelles méthodes et avec des couvertures de sol qu'on va expérimenter d'ailleurs. La deuxième chose, c'est la temporalité. Alors j'essaye de... parce que là, je ne peux pas descendre mon truc, c'est pas grave. Ah si, là. La temporalité. Le projet il doit avoir une capacité d'adaptation à des contraintes temporelles fortes et croisées. La saison de plantation, bien sûr, des plants, mais prendre en compte la saison des crues. Quand les champs sont détrempés, ben on rentre plus en tracteur, mais pas en 4x4 non plus, pour aller amener le matériel. La saison également de récolte, où les agriculteurs sont plus du tout disponibles, etc., etc. Donc une temporalité sur ce type de projet en milieu agricole très forte. Autre enseignement, c'est la solidarité-efficacité. Si ça marche pérenne, c'est qu'on a énormément d'acteurs de bonne volonté, avec des compétences différentes qui se donnent la main dans le cadre du projet. Et puis un espace d'apprentissage, alors je suis désolé, la souris elle marche plus là, un espace d'apprentissage, d'un coup. Après 20 ans de travail de restauration sur les forêts en Calédonie, là j'ai dû tout déconstruire et reconstruire ma vision de la restauration, parce qu'on est dans des milieux complètement différents des milieux naturels, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est très intéressant parce qu'on doit s'adapter aux contraintes techniques, sociologiques, hydrauliques et biologiques un peu nouvelles. Voilà, et la dernière slide, désolé, hein, c'est celle-là. Et ça passe pas, et pourtant c'est... J'appuie, ben c'est à droite, hein, ça marche pas, je suis désolé. C'est la flèche du bas, ça monte mon truc et ça marche pas, désolé. Là, tu vois, ça marche pas. Là. Ah, bah oui, mais voilà. Dernière question. Moi, c'est pas de ma faute. Hein. Comment changer d'échelle? Alors, la première des choses, c'est trouver des relais efficaces. Il faut des champions. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le pays que, s'ils portent notre discours sur les répicides, entre autres, je pense aux agriculteurs, eh bien, ce sera bien mieux entendu que si c'est Hubert Géraud qui le dit. Ce sera plus crédible, et puis il y aura de l'expérience à partager. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le changement d'échelle, c'est d'aller chercher ces champions, et merci à la Chambre d'agriculture, justement, de s'être lancée dans cette aventure où on ne savait pas où on allait. La deuxième chose, c'est le temps, c'est la confiance. C'est-à-dire que moi, je ne vous vends rien aujourd'hui. On est en pleine expérimentation. Dans 3 ans, je serai encore plus à l'aise pour vous en parler. Ce que l'on sait, c'est que nos chantiers de remodelage, de fascinage, de replantation, il faut qu'ils passent par des crues. Moi, je ne sais pas si ça va marcher. Les embâcles que ça va donner, la couverture de boue, etc. On verra ça dans quelques temps. Ah, désolé, ça ne marche pas. C'est pas super pratique, votre truc. Hein. Alors, des mécanismes de financement, je vais le faire de tête, des mécanismes de financement, c'est-à-dire que là, il ne faut pas aller seulement chercher de l'argent dans l'environnement, il faut aller chercher de l'argent avec les outils de financement du monde agricole, avec les outils de financement du monde de la gestion de l'eau, avec les outils de financement de la gestion des risques.
Voilà, donc il faut avoir une ouverture 360 sur les opportunités de financement. Un message politique, la Répisylve, c'est pas juste du verre sur le bord de la rivière, c'est un outil d'aménagement de nos espaces ruraux. Et enfin, des compétences. On l'a vu lorsqu'il y a eu une crise sur le minier et qu'on perdait nos pépinières calédoniennes pour fournir des chantiers de restauration. Eh bien là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande, et pour qu'on ait les compétences à disposition pour pouvoir, eh bien, de manière pérenne, sans jeu de mots, eh bien, restaurer nos ripisylves dans la durée. Voilà, merci beaucoup. Merci Hubert. Et pour le dernier cas concret, nous avons Martin Brinquer pour un projet à Kwawa. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais porter un petit peu quelques éléments du projet Payback Plus sur Kwawa, donc qui est focalisé sur la sécurisation des ressources en eau et qui s'ancre en fait autour de 3 tribus dans un bassin versant de 10 000 hectares à peu près. Allons directement à l'essentiel. Choisir les actions a été fait avec un état des lieux, un diagnostic réalisé avec la population locale. Alors, surtout, ne cherchez pas à comprendre ce qui est écrit dans le schéma en haut à droite. C'est justement pour exprimer que la population locale a bien compris la difficulté des impacts et de la relation entre toutes les composantes qui influent sur le climat. Et en l'occurrence, les facteurs aggravants. Et sur la question des ressources en eau, qu'elles soient eau potable ou rivière, sur ce secteur-là, c'est bien le cerf et le cochon le problème numéro 1. Donc, la première action qui a été attendue et qui a été déployée, c'est une régulation. On ne parle pas de chasse du dimanche. Là, l'objectif, c'est bien d'abattre du gibier et en un temps court pour vraiment mettre la pression. Mais il y a aussi des mesures accompagnatives qui accompagnent le projet. La maîtrise des feux, une volonté aussi de la part des autorités coutumières, de travailler sur une résilience vivrière, en particulier grâce à l'agroforesterie, et puis un suivi pour maintenir un petit peu les choses dans le temps. Alors, quelques résultats. Là aussi, je vais directement à l'essentiel. Pour nous, c'est d'abord l'engagement des acteurs qui est très visible à tous les niveaux, les coutumiers, les jeunes, et je souligne aussi l'engagement particulier de la commune, la mairie de Kwawa, qui est toujours de manière impondérable à tous les rendez-vous. Et c'est un projet qui met vraiment de la compétence en valeur localement au travers de formations. Pour exemple, 12 chasseurs formés à des techniques, on va dire, de haut niveau de chasse, notamment de la vision thermique, et formés aussi à un rapportage de données de terrain qui permettent un suivi et une capitalisation de tous ces efforts. Et donc ça contribue à une pression régulière et forte sur nos amis les ongulés, avec les premiers résultats qu'on a. Donc au bout de 7 missions, plus de 460 animaux abattus, qui représentent effectivement vraiment un effet de massue sur les populations. Alors, quelques enseignements au travers de ce projet qui rassemble une quinzaine de partenaires, que ce soit des directions du gouvernement, des services des provinces et d'autres entités techniques. Eh bien, c'est d'abord de travailler ensemble et en transversalité, mais sans perdre l'ancrage local, qui a été au départ l'expression du besoin. Et c'est cet équilibre-là qui a permis notamment de créer un effet levier pour bénéficier de 50% de fonds supplémentaires. Donc je remercie là aussi la DAVAR avec le Fonds pour l'eau et l'Agence rurale de contribuer grandement à la suite des actions. Comme changement et perspective pour la suite, il y a des stratégies qui existent, mais je soulignerai là simplement la nécessité, notamment pour les provinces, de reconstruire un peu leur vision par rapport à ce qui a déjà été dressé, de s'approprier vraiment les outils stratégiques pays pour pouvoir s'ancrer ensemble et travailler sur des perspectives de ce type-là. Ne sous-estimons pas les moyens d'animation. Ce sont des projets qui
interagissent avec la population locale. Il faut du temps localement pour comprendre, écouter, restituer. C'est aussi identifier des indicateurs robustes, parce qu'en fait, des résultats, on en a. Mais par contre, pour pouvoir les défendre auprès des décideurs et leur montrer que ce sont des solutions qui marchent, il faut des choses qui soient vraiment robustes et qui montrent l'efficience des projets. Et enfin, je terminerai aussi comme Hubert avec la nécessité d'avoir des dimensionnements de financement en volume et en pérennité, notamment pour des actions de type régulation qui ne peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain. Merci de votre attention. Merci Martin. Alors on en a terminé pour la présentation des cas concrets. On va passer maintenant à la présentation des outils d'aide à la planification. Et donc c'est Marine Aubert du cabinet SEV qui va nous présenter la méthode ESRAM qui a été déployée en Nouvelle-Calédonie. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, je passe ma petite diapo. Voilà. L'ESRAM, c'est d'abord un acronyme en anglais qui signifie en français Analyse et cartographie de la résilience écosystémique et socio-économique. Donc c'est une étude qui est l'élément central d'une prestation de 13 millions qui est menée dans le cadre du projet Kiwa Payback Plus, donc qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises cet après-midi. Et ce processus ESRAM, il avait déjà été mené dans d'autres pays dans le Pacifique. Et pour la Nouvelle-Calédonie, il est réalisé en groupement par 3 partenaires, la CECAL, SEV, que je représente, et Actira. Donc la prestation, elle est toujours en cours, hein, mais la phase d'étude qui nous intéresse, elle s'est achevée un peu plus tôt cette année, donc je peux vous en parler aujourd'hui. C'est un processus participatif, donc qui a mobilisé de nombreux acteurs qui ont été sollicités notamment pour mettre à disposition des données, pour participer à des ateliers de travail et pour émettre des avis d'experts sur certains points techniques. Et puis, on a aussi complété nos données qui n'étaient pas toujours existantes par une enquête de proximité auprès des foyers calédoniens, donc un peu partout sur le territoire, en particulier pour identifier les facteurs de vulnérabilité à l'échelle des foyers. Et donc, le principal objectif de cette étude, c'était de produire des outils d'aide à la décision pour pouvoir cibler l'adaptation fondée sur les écosystèmes en Nouvelle-Calédonie. Alors, juste pour préciser, quand on parle d'analyser la résilience, de quoi on parle? La résilience, c'est la capacité à se remettre d'un choc. Donc, la résilience climatique, c'est le fait de pouvoir se relever après un événement climatique extrême ou de pouvoir résister à des conditions climatiques de plus en plus difficiles. Donc, cette résilience, elle se mesure à l'échelle d'un enjeu. Et les enjeux auxquels on s'est intéressé, de notre côté, ce sont les différents écosystèmes du territoire et les secteurs socio-économiques qui bénéficient de services écosystémiques, c'est-à-dire qui utilisent des ressources ou des bienfaits qui sont fournis par la nature. Et donc pour chacun de ces enjeux, on a mesuré leur résilience en évaluant leur niveau d'exposition, leur niveau de sensibilité et leur capacité d'adaptation aux différents aléas climatiques auxquels ils sont exposés, mais aussi à toutes les autres pressions qui les rendent vulnérables, comme par exemple les espèces envahissantes ou certaines activités humaines qui peuvent par ailleurs représenter des enjeux économiques à part entière. Et donc le résultat de cette grosse analyse, c'est notre premier outil d'aide à la décision, donc une cartographie, des cartographies de la résilience pour chacun des enjeux que nous avons étudiés. Alors pour les écosystèmes, on s'est penché sur les écosystèmes forestiers, les autres écosystèmes terrestres, les écosystèmes d'eau douce et les écosystèmes marins et côtiers. Donc vous avez un premier exemple sur la carte de gauche du type de résultat qu'on a obtenu. Donc pour les écosystèmes forestiers, on se rend compte qu'ils sont globalement peu résilients sur l'ensemble de la Grande Terre et qui sont particulièrement vulnérables dans les communes minières de la côte Est et sur Païta. En ce qui concerne les secteurs socio-économiques, donc on s'est penché sur les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la sylviculture, de la pêche et de l'aquaculture, du tourisme et du secteur minier. J'espère que je n'en ai pas oublié. Et encore une fois, vous avez 2 exemples ici. Donc, d'après nos analyses, on voit que la pêche et l'aquaculture sont plus vulnérables, donc surtout la pêche, au niveau de la côte est de la province Nord.
Et pour le secteur agricole, ce sont les communes de la côte Est, de VKP, de La Foy et de Marais qui sont les plus vulnérables et donc qui mériteraient d'être ciblées par des options, par des solutions d'adaptation fondées sur les écosystèmes spécifiques à ces secteurs. Et notre deuxième résultat, notre deuxième outil d'aide à la décision, résultat de cet ESRAM, c'est la production d'un référentiel technico-économique pour des options prioritaires d'adaptation fondées sur les écosystèmes. Donc on a une dizaine d'options qui ont été priorisées par les acteurs mobilisés en atelier de travail et qui rentrent dans 5 grandes catégories d'AFE, donc qui sont la restauration et la conservation des mangroves, de la végétation littorale, des forêts dans les bassins versants, l'adoption de pratiques agricoles durables et la nature en ville. Donc pour chacune de ces 5 grandes catégories, on a entre 1 et 4 options d'adaptation prioritaires pour lesquelles on a établi un référentiel, donc il comprend des éléments de référence sur les activités à mener, la durée type d'intervention, la surface d'intervention, les besoins en entretien et en suivi sur le terrain. On a estimé le degré d'efficacité de ces différentes solutions par rapport aux objectifs des SFN, donc les petits pictogrammes sur la droite. Et enfin, on a estimé les différents coûts unitaires par phase de conception, d'élaboration, de conception, de mise en œuvre et de suivi de ces solutions, et les besoins en personnel, salariés et bénévoles pour la mise en œuvre des différentes activités concernées. Et voilà, je suis presque pas en retard. Donc, vous avez maintenant des solutions, des outils d'aide à la décision. Donc, si vous êtes acteur de l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez vous saisir de ces outils pour pouvoir planifier vos projets d'adaptation sur le territoire avec les écosystèmes. Je vous remercie. Et donc, deuxième outil qui va vous être présenté par Pierre Fessa de l'Oblique, qui est un outil d'aide à la décision pour la mise en place de solutions fondées sur la nature pour réduire les risques côtiers en Nouvelle-Calédonie. Ok, bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter un projet qui est en cours de réalisation. Donc, c'est un projet qui est en lien avec le BRGM et l'IRD, qui est financé dans le cadre de la facilité Green Overseas et dont les résultats seront disponibles en fin d'année prochaine. Donc, pour situer le projet, grosso modo, on parle de littoral depuis ce matin. Il y a à peu près 5000 km de littoral en Nouvelle-Calédonie. Ces littoraux, ils sont de nature très, très variée. Donc, il y a des côtes sableuses, il y a des côtes de galets, il y a des côtes rocheuses. Et on considère que cette diversité, elle va entraîner une diversité des aléas. On considère à l'heure actuelle, dans notre état des connaissances, qu'il y a 71% du linéaire du littoral qui est potentiellement exposé à l'érosion. Donc ça ne veut pas dire qu'il est forcément en érosion, mais il peut être exposé à l'érosion. Et on a 49% qui est potentiellement exposé aux submersions marines, et ça c'est hors tsunami, donc c'est tout ce qui est événement climatique de type cyclone. Donc dans le contexte actuel d'adaptation au changement climatique, et riche de l'expérience locale qu'on a pu voir au cours des présentations, les solutions fondées sur la nature, que ce soit sur les littoraux, les bassins versants et jusque dans les massifs miniers, où il y a beaucoup de travail qui est fait depuis de nombreuses années, le travail a pour ambition d'accompagner le changement d'échelle et le déploiement de ces solutions en lien avec les problématiques littorales. Donc notre but, à travers de ce projet, c'est de construire une aide à la décision qui permettra d'optimiser l'implémentation des solutions fondées sur la nature en identifiant par secteur les solutions qui leur sont applicables avec le plus de succès. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui est en cours de réalisation et qui a commencé en fait au début de l'année. Donc je vais vous expliquer point par point les grandes étapes de réalisation de ce travail parce que pour le moment, malheureusement, je n'ai pas de résultats à vous présenter. Donc tout va commencer par l'identification des secteurs et des aléas qui sont associés. Et cela va de pair avec une cartographie de la typologie du littoral. Donc cette cartographie, elle existe déjà, elle a été réalisée à l'Oblique en lien avec le BRGM il y a quelques années, et ça visait à classifier les typologies du littoral. Donc sur l'ensemble du linéaire du territoire, on a une idée de quelle est la nature du littoral en lui-même. Donc est-ce qu'on est sur une plage de galets, une plage de falaises, est-ce qu'on est sur des zones de mangroves, des zones d'embouchure?
Cette classification, on est aussi allé voir en mer, l'avant-côte, devant, qu'est-ce qu'il y avait. Est-ce qu'on avait un récif frangeant? Est-ce qu'on avait des herbiers? S'il y avait un récif barrière, oui, à quelle distance il était? Et on s'est également tourné vers la terre pour essayer de voir ce qui se passait à terre et essayer de voir si la zone en arrière du littoral, c'était une zone qui était potentiellement à risque parce qu'elle était une zone de très faible altitude, donc qui allait être soumise aux submersions, ou si on allait avoir une zone où l'altitude allait remonter plus rapidement, et du coup, ça allait nous offrir une certaine protection en cas de submersion. Cette cartographie, en fait, c'est un élément clé de la démarche, car elle permet à l'échelle de l'ensemble du territoire d'évaluer le potentiel des solutions fondées sur la nature les plus adaptées en fonction du type de côte. Et pour ce faire, on va se baser sur la littérature scientifique qui est disponible, donc il y a quand même pas mal de monde qui travaille là-dessus, mais on va aussi se baser sur les retours d'expérience des porteurs de projets locaux. Donc encore une fois, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui expérimentent, merci beaucoup, sur le territoire. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de capitaliser ce savoir et leur retour d'expérience pour pouvoir essayer de changer d'échelle et d'implémenter ces solutions sur d'autres portions du territoire. Et la façon dont on va procéder, c'est que sur le territoire, on va sélectionner des sites pilotes qui sont soit des sites qui sont déjà suivis par l'Observatoire du littoral depuis une dizaine d'années, ou alors c'est des sites qui ont été, au cours de nos terrains ou de nos discussions avec les acteurs locaux, qui ont été signalés comme étant des sites qui connaissent soit des problématiques d'érosion ou qui sont sensibles parce que les habitations sont proches du littoral. Et sur ces sites, on va pousser le travail le plus loin possible, en essayant notamment d'évaluer les lacunes qu'il pourrait y avoir en connaissance et qui nous permettrait donc de proposer un panel de solutions qui pourraient être implémentées sur ces sites. On ne va pas proposer des solutions, on ne va pas les mettre en œuvre, on va proposer un panel de solutions. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'il est quand même à la frontière entre plusieurs spécialités du monde scientifique, et donc il va s'appuyer sur une analyse de la perception de l'acceptabilité des SFM pour les populations. Donc c'est un travail de terrain qui sera mené par l'IRD à partir du mois d'octobre de cette année. Et donc ce projet, il a quand même une visée très appliquée, parce qu'il servira aux gestionnaires du littoral à soutenir la résilience et la réduction de la vulnérabilité dans le cadre de politiques publiques de gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je ne peux pas vous présenter des résultats. J'espère pouvoir vous en présenter l'année prochaine pour pouvoir vous montrer qu'on a réussi à proposer notre solution. Merci Pierre. Alors, on en a fini avec les outils d'aide à la décision et maintenant, on va présenter deux projets innovants et émergents. Le projet Régeman, que va nous présenter Pierre de l'ANCB. Christophe, pardon. Ça commence bien. Quel rythme. Je vais ralentir un peu, du coup. Du coup, le projet Régeman, c'est un projet qui est lauréat de l'appel à projet 2025, Mission Nature, donc de l'Office français de la biodiversité, de la Française des Jeux. Donc, si le bingo local cherche des idées, voilà. C'est un projet qui va se dérouler sur 3 ans, donc qu'on devrait pouvoir commencer d'ici la fin 2025, qui sera piloté par l'ANCB et dont le budget est de 80 millions, donc le chiffre magique, comme le budget pérenne, apparemment. Et donc, c'est une prise en charge de 80% par l'appel à projet Mission Nature. Donc, très, très globalement, il y a 4 zones d'intervention. On a tout haut, avec la restauration d'une mangrove disparue du fait de l'exploitation historique du bois. UVA et moins doux, où ça sera un peu plus du rétablissement des flux hydrologiques perturbés par l'activité humaine. Et moins doux et Nouméa, où on sera plutôt sur de la sensibilisation, développer la prise de conscience des impacts des activités humaines. Globalement, les trois grands objectifs, c'est restaurer 200 hectares de mangroves, sensibiliser 2700 jeunes et 10 000 personnes lors d'événements grand public. Et donc, pour cela, on va s'appuyer sur des partenaires, donc notamment les associations, donc l'association de sauvegarde de la biodiversité d'UVA, OUT pour Touo, le CIE, la ZCO et SOS Mangrove. Voilà. Merci Christophe. Et on poursuit avec un autre projet innovant avec Cédric Avercamp de Conservation Internationale. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter un projet pilote qu'on va mettre en place dans la baie de Morari.
Donc c'est un projet qui est né de réflexion sur comment un petit peu lutter contre la principale menace pour nous qui pèse sur les récifs coralliens, c'est-à-dire l'apport de sédiments. Et du coup, dans la baie de Morari, il y a un grand bassin versant de plus de 7000 hectares qui est très dégradé et qui, à chaque fois qu'il pleut, vient se déverser dans la baie de Morari. Et donc, dans cette baie-là, il y a très fréquemment la remise en suspension des sédiments qui se sont accumulés et qui s'accumulent encore. Dès qu'il y a un petit peu de houle, un petit peu de vent, ça remet en suspension les sédiments et ça apporte une pression régulière sur les récifs coralliens avec un apport de sédimentaire terrigène qui est très récurrent. Donc on a pour objectif sur ce site-là donc de réduire la remise en suspension des sédiments et de renforcer l'accrétion des sédiments par la mise en place de pièges à sédiments qui vont permettre une accumulation des sédiments derrière les pièges à sédiments et ainsi permettre une extension des zones de mangrove. C'est un projet une méthode qui a déjà été utilisée notamment dans les Philippines. Donc on peut voir sur les photos un petit peu les deux objectifs principaux que nous on cherche à obtenir. C'est une accrétion des sédiments juste avant en aval des pièges à sédiments qui vont permettre à la mangrove de venir s'installer progressivement, naturellement. Et aussi, on voit sur la photo du bas, je ne sais pas si vous voyez très bien de voir, mais la réduction de la houle qui s'exerce dès qu'il y a un petit peu de vent pour faciliter l'accrétion et éviter la remise en suspension. Donc, en plus de ces deux objectifs-là, c'est aussi une méthode qui va permettre de créer de nouveaux habitats et augmenter la biodiversité sur ces sites. Et puis, voilà. Merci. Une dernière, si jamais le projet vous intéresse, du coup, on n'a pas encore mis en place, mais on va le mettre en place le mois prochain. Donc, si jamais vous voulez voir comment ça fonctionne, la 2e et 3e semaine du mois d'août, on sera les pieds dans la vase, dans la boue. Donc, si vous voulez venir voir et travailler avec nous, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci Cédric. Et donc on va terminer avec Thomas Crosset de l'université. Donc là on parlait de projets innovants et dans cette continuité, Thomas va nous expliquer en fait le rôle de la recherche au service du développement des solutions fondées sur la nature. Alors bonjour à tous. Donc moi je vais vous expliquer un peu comment la recherche peut permettre de trouver des solutions fondées sur la nature. Donc mon domaine de recherche, c'est les micro-organismes du sol. Donc je travaille depuis plusieurs années sur ces micro-organismes qui sont symbiotiques des plantes. Il y a principalement des champignons microscopiques et des bactéries qui sont dans les sols. Et ces micro-organismes sont essentiels pour les plantes, de même qu'il est essentiel, par exemple, de bien connaître les semences pour faire de la restauration écologique, pour savoir quelles plantes utiliser, etc. Il est essentiel aussi de prendre en compte ces micro-organismes qui sont présents dans les sols. Surtout quand ces sols sont dégradés, ces micro-organismes sont principalement souvent détruits, par exemple après une exploitation minière à ciel ouvert ou après un feu de forêt. Et donc il est essentiel de les réintroduire lorsqu'on va revégétaliser ou restaurer la zone pour avoir une croissance optimale des plantes et qu'elles puissent bien se développer et fixer les sols et éviter du coup une érosion qui provoquerait donc des pollutions vers les milieux sous-jacents, donc vers les estuaires, vers le lagon. D'un autre côté, donc ces micro-organismes sont essentiels pour la restauration écologique, mais ils sont aussi essentiels pour trouver des solutions pour l'agriculture. Puisqu'en fait, ces micro-organismes ils peuvent permettre de trouver des solutions, et c'est déjà le cas ailleurs dans le monde, de trouver des solutions qui vont pallier par exemple à des pesticides ou à des engrais qui polluent et qui sont néfastes pour l'environnement. Donc il y a des micro-organismes qui sont biostimulants des plantes, ou il y a même des micro-organismes qui sont par exemple entomopathogènes, qui vont attaquer certains insectes et qui vont permettre du coup d'éviter des produits chimiques. Donc là, la recherche s'intéresse beaucoup à ce type de micro-organismes, et ça peut être aussi des solutions importantes donc, pour pouvoir trouver ce genre de solutions. Par ailleurs, ils peuvent aussi permettre donc, de développer une économie locale, puisque quand on arrive à faire un produit à partir de ces micro-organismes qui vont être réintroduits par exemple dans les champs ou qui vont être utilisés par les sociétés par exemple minières pour restaurer, ça va permettre de créer une économie. Et ça va permettre aussi, comme je disais tout à l'heure, de limiter la pollution des cours d'eau si on a des solutions qui pallient ou qui remplacent des solutions actuellement polluantes.
Donc, à l'université, on travaille sur ces micro-organismes, et pas seulement, aussi à l'IAC, à l'Institut agronomique calédonien. On travaille sur des solutions pour remplacer du coup des solutions polluantes ou trouver de nouvelles solutions pour les plantes en général, que ce soit pour l'agriculture ou la restauration écologique. Maintenant, je vais vous présenter du coup un cas concret de mes travaux de recherche, donc, qui ont permis d'aboutir à la découverte donc, de micro-organismes biostimulants des plantes, qui sont les mycorhizes à arbuscules. Ce sont des champignons microscopiques qui vont permettre une meilleure nutrition des plantes et qui vont permettre aussi de sécréter certaines molécules dans le sol, qui vont permettre d'agréger le sol et de faire comme une colle naturelle, et donc de permettre une limitation aussi de l'érosion et une meilleure fixation des sols. Donc après, on a pu développer un produit donc, commercial grâce à nos recherches. Ça faisait 30 ans que ces champignons étaient étudiés à l'université sur les sols rouges. Et donc on a vu que leur importance était capitale pour différentes raisons, que ce soit pour la nutrition des plantes ou pour limiter la translocation des métaux dans les parties aériennes. Et on a sélectionné donc, des souches efficaces et on a pu produire un biostimulant qui a été transféré donc, dans une entreprise qui s'appelle Aura Pacifica, et qui est maintenant utilisé principalement par Prony Ressources et par quelques particuliers et autres. On développe aussi à l'université des projets avec différentes associations pour essayer de travailler sur la restauration à grande échelle. Donc dernièrement, on a obtenu un projet financé par l'IUCN, et du coup, on voit ici des germinations. Et on a vu que certaines espèces végétales n'étaient pas compatibles avec les bombes de graines classiques en argile parce qu'elles étaient trop dures en fait. Donc on a pu mettre une technique d'enrobage nouvelle qui permet d'avoir une germination très bonne, donc aussi bonne qu'avec des semis simples. Donc ça, c'est des méthodes sur lesquelles on travaille aussi en partenariat avec des associations. Et pour terminer, donc ici je vous montre un résultat du coup, je ne sais pas si... Oui, pas l'air de fonctionner le pointeur, mais vous voyez donc tout à gauche, c'est une zone qui a été revégétalisée du coup par Ciras Pacifique sans utiliser les biostimulants, et à droite c'est la même zone sur une mine orpheline qui a été aussi restaurée mais avec les biostimulants utilisés en pépinière par Ciras Pacifique, et on voit voilà, qu'il y a une reprise qui est bien meilleure, une fixation du sol, etc. Donc il y a des résultats vraiment très importants. Parce que restaurer, c'est bien, mais si on restaure et que tout meurt 2 ans après, ce n'est pas forcément très rentable. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et du coup, la recherche est aussi au service de tous les acteurs qui veulent développer des projets. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter les chercheurs, que ce soit, je pense, les chercheurs de l'université, de l'IAC, de l'IRD, de tous les instituts de recherche, quand il y a des projets sur les solutions fondées sur la nature qui se montent, parce qu'on est experts chacun dans nos domaines précis et on peut toujours apporter donc, un avis qui peut être intéressant. Voilà. Merci Thomas. J'ai une petite question du public pour Marine. Est-ce que l'étude d'ESRAM sera diffusée ? Tu peux prendre le micro et l'allumer, celui qui est devant toi. Il faut l'allumer, Marine. Allô ? Oui. Alors, le rapport de l'étude a été finalisé et validé. Et pour le coup, je me reporte la question au responsable de PayBack+. Merci Marine. Donc tous les documents, tant le rapport que les données sources, notamment dans une perspective de réplication de la méthode avec de nouvelles données, seront bien entendu disponibles auprès des autorités. Donc là, on est en discussion avec le gouvernement pour que ça soit disponible sur les plateformes de données tant géographiques que autres avec le gouvernement, la DINUM, mais on discute aussi avec la NCB et l'œil pour que ce soit disponible au niveau de leurs centres de ressources respectifs. Les restitutions ont été réalisées également en province, province sud. Province nord, c'est en cours de partage. Et ça a été fait. Et du coup, c'est disponible également à ce niveau-là. S'il y en a qui aimeraient avoir accès directement, ils peuvent aussi venir me voir pour avoir un privilège. Ok, très bien, merci.